Donc aujourd'hui, je vais parler du livre My Body de Emily Ratajkowski, publié en 2021. Donc Emily Ratajkowski, c'est une célébrité, une influenceuse, un mannequin professionnel qui a un compte Instagram qui comptabilise plus de 29 millions de followers. Et c'est une figure assez controversée parce qu'elle s'est fait connaître en ayant figuré dans le clip Blur Headlines de Robin Thicke en 2013. Donc c'est une figure qui divise parce que le public considérait que ses prises de position publiques sur le féminisme étaient en totale contradiction avec le fait qu'elle soit modèle photo, qui se plie au regard masculin, qui entre dans les canons de beauté selon le regard masculin, et en même temps qui a figuré dans le clip de Robin Thicke, qui était considéré comme une chanson extrêmement misogyne. Donc j'ai lu son livre qui est une autobiographie, et bizarrement ce que ça m'a évoqué, c'était les idées que je défendais dans mon ancien podcast qui était intitulé Scandale à la porcherie. Enfin, ça rejoignait un peu ce que je disais, que être mannequin, surtout sur Instagram, ou être mannequin pour des photos nues ou érotiques et tout ça, c'est pas exactement le travail du sexe, mais c'est une pratique quand même qui est adjacente. Que le corps de la femme est tout de même objectivé dans ce milieu. Et Emily Ratajkowski elle-même, elle dit qu'elle a utilisé son corps comme un gagne-pain, comme une marchandise, et qu'elle le voyait seulement pour sa fonction esthétique. Et ce qu'elle dit par rapport à ça, ça rejoint aussi ce que ces prostituées activistes disaient, ou du moins Yeoshin Lourdes, dont j'étais fan et que je suivais sur Twitter, dans une interview par rapport à un hashtag qui circulait sur Twitter qui se nommait « Give your money to woman ». Donc Yeoshin Lourdes disait que même si les femmes ne monétisaient pas leur statut d'objet sexuel, elles allaient quand même être ramenées à ce statut d'objet sexuel, rabaissées à ce statut à leur insu. Donc quoi qu'elles fassent, à partir du moment où elles existent dans l'espace public, où elles sont vues, les femmes sont objectivées. Et ça arrive même dans des milieux dits respectables, où Yeoshin Lourdes, elle relate toutes les fois où elle a été draguée lourdement, où elle a dû essuyer des remarques sexistes ou des remarques sur son apparence ou du harcèlement sexuel, là où elle a été fétichisée aussi, car pour les femmes racisées, il y a toute une dimension raciale. Enfin, que quoi qu'elles fassent, les femmes sont traitées de la sorte, et que si c'est pas elles, au final, qui bénéficient de leur statut d'objet sexuel, en commodifiant leur corps, ou en faisant de leur corps une marchandise, c'est un homme qui le fera. Et c'est exactement la même idée que Emily Ratajkowski, elle défend aussi dans son autobiographie. Donc d'après elle, autant en profiter vu que le système est fait de cette façon. Et du coup, ces prostituées comme Yeoshin Lourdes, elles sont tout en bas de l'échelle, en bas de la pyramide sociale, car elles sont persécutées et regardées de haut. Alors qu'à l'inverse, Emily Ratajkowski, elle a joué le jeu de la femme objet et on est ressortie gagnante, ou du moins en apparence, car elle a réussi à se faire une fortune grâce à ça. Elle est devenue célèbre, elle a une plateforme, elle a sa propre marque de vêtements. Donc elle a utilisé Instagram comme tremplin pour ensuite pouvoir faire d'autres choses à côté, comme devenir entrepreneuse ou même avoir son propre podcast. Et pourtant, malgré tout, elle n'a pas l'impression d'avoir réussi ou de vraiment avoir eu un véritable pouvoir, quoi. Qu'elle a seulement eu un aperçu de ce que c'était le pouvoir en étant en contact avec des hommes puissants, comme elle les appelle, mais qu'elle-même, elle avait toujours l'impression d'être mise dans des situations où elle en était privée justement de pouvoir et de contrôle, et considère que c'est pas l'empowerment forcément pour les femmes de faire de leur corps une marchandise. Donc, comme je le disais à l'instant dans mon ancien podcast, Scandale à la porcherie, enfin, j'avais dit qu'il y avait des pratiques qui ne sont pas de la prostitution, mais qui s'y apparentent et qui sont adjacentes. Enfin, il y a le terme plus large, en fait, qui est travail du sexe. Donc, à une extrémité, on a la prostituée professionnelle. Ensuite, on va dire qu'il y a la sugar baby ou escort. Ensuite, tout ce qui est striptease, gogo danseuse, burlesque, être modèle photo pour des photos érotiques.
etc., etc. Et Emily Ratajkowski était modèle sur Instagram. Et d'ailleurs, Instagram, c'est intéressant parce que c'est une plateforme visuelle. Donc, à l'ère du digital, c'est un peu ce qui a remplacé les magazines physiques, genre les magazines papier, ça a pris le pas dessus. Dans le sens où Instagram, c'est un peu comme le Playboy des temps modernes. Et Emily Ratajkowski elle-même, elle qualifie son Instagram de magazine féministe. Et c'est vrai que quand tu vas sur Instagram, il y a beaucoup de femmes qui essayent de tirer leur épingle du jeu, en fait, en faisant la même chose, en montrant le plus possible de leur corps. Donc tu peux aller sur 100 à la suite de ces profils de femmes qui sont un peu jolies, et tu vas remarquer que Instagram, c'est presque standardisé. Dans le sens où elles vont toutes avoir au moins une photo en maillot de bain, et c'est toujours cette photo-là qui sera le plus likée, qui va générer le plus de traction et le plus de likes. Donc, on ne peut pas forcément leur jeter la pierre. Je ne vais pas leur jeter la pierre à ces femmes-là de jouer le jeu d'Instagram, enfin, Instagram établit ses codes. Parce que comme je l'ai dit, quand un service est gratuit pour toi, ou du moins on a l'air en apparence, ça veut dire que tel produit, en fait. Et c'est pour ça que Instagram, c'est gratuit. Et cette idée, justement, que je viens de dénoncée à l'instant, elle est d'autant plus explicitée. Enfin, Emily Ratajkowski, elle s'étend encore plus dessus dans un chapitre de son livre qui se nomme Transactions. Donc son livre, il nous donne un aperçu de comment ça se passe dans le monde du mannequinat et des célébrités. Et ces anecdotes sur certaines célébrités qui ne sont pas forcément nommées. Parfois, elles le sont. C'est au final les parties les plus croustillantes du livre. Donc, dans ce chapitre qui se nomme Transactions, comme je l'ai dit, elle raconte comment elle a été contactée par son agent pour lui annoncer qu'elle était payée pour aller au Super Bowl, ce qui pour elle était une idée rocambolesque, absurde. Mais par contre, la seule condition, c'est qu'elle devait tenir compagnie à un milliardaire du nom de Jolo, qui a été par après poursuivi en justice pour avoir détourné des fonds. Donc, c'est elle qui a acheté au final par ces hommes de pouvoir, entre guillemets, ces hommes qu'elle a appris à mettre sur un piédestal et qu'elle doit s'efforcer de contenter, auxquels elle doit plaire, en fait, si elle veut espérer avoir une chance de prospérer dans ce milieu. Et ça, je pense que c'est pas seulement unique au monde du mannequinat. Même les femmes qui travaillent, par exemple, dans le milieu de la restauration comme serveuses, et c'est encore pire aux États-Unis, il me semble, avec toute la culture qu'il y a autour des pourboires, parce qu'en général, le SMIC, aux États-Unis surtout, il est trop bas, en fait, pour permettre à ces serveuses-là, en fait, d'arrondir les fins de mois. Donc, pour s'assurer d'avoir assez pour payer leur loyer et subvenir à leurs besoins, elles doivent compter sur les pourboires, en fait. Et donc, ça crée, en fait, toute une dynamique là où elles sont à la merci, en fait, de ces clients, de ces hommes, en fait, qui souvent vont dépasser certaines limites avec elles, qui peuvent même se montrer abusifs parfois, insultants, sexistes, enfin bref. Et de leur côté, elles n'ont pas d'autre choix, en fait, que de se montrer avenantes, souriantes, sympathiques, parce qu'elles veulent des pourboires. D'ailleurs, sur son podcast, Emily Ratajkowski elle-même, son podcast qui s'appelle ILO, il est disponible sur Spotify. Elle raconte, elle a un podcast qui s'appelle Sex Work or Service Industry, donc travail du sexe ou le monde du service. Donc, pour en revenir du coup à l'anecdote dont elle parle dans le livre, elle relate du coup le moment où elle voit un mannequin connu de Victoria's Secret, dont elle prend la peine de taire le nom, jouer le jeu à 100% et faire en sorte vraiment de s'attirer les bonnes grâces, en fait, de ce milliardaire, flirter avec lui, entrer dans une dynamique de flirt avec lui pour pouvoir ensuite le mettre dans sa poche, quoi, lui mettre le grappin dessus.
Et du coup, Emily Ratajkowski dit que cette mannequin a grimpé l'échelle sociale en attirant des hommes riches dans son filet et qu'elle a non seulement épousé un acteur hollywoodien, mais que maintenant, elle est mariée à un milliardaire. Et Emily Ratajkowski dit, à propos de ce mannequin, elle dit « Ça me plaisait de penser que j'étais différente de femmes comme elle. Mais le temps passant, il est devenu de plus en plus difficile de s'accrocher à cette différence, ou même de croire à son existence. Je voyais des mannequins et des actrices se garantir des carrières et des succès financiers en sortant avec des hommes riches et célèbres, ou même en les épousant. Ce mannequin de Victoria's Secret a fini par épouser un milliardaire, un géant de la technologie. Les carrières d'autres mannequins avec lesquels j'avais démarré ont grimpé spectaculairement, en flèche, une fois qu'elles ont épousé une pop star ou qu'elles se sont liées avec un acteur à succès. Je ne pouvais pas m'empêcher de me poser la question, était-ce ces femmes qui faisaient le bon choix? Était-ce elles qui jouaient le jeu comme il le fallait? Indéniablement, il n'existait aucun moyen de s'en dispenser tout à fait de ce jeu-là. Nous devions toutes gagner notre vie d'une manière ou d'une autre. Donc si elles étaient les prostituées, moi j'étais quoi exactement? Je postais sur Instagram des pubs pour des produits de beauté et des marques de vêtements appartenant à des hommes riches. Et il m'arrivait souvent de transformer en marchandise ma présence physique, puisque je posais à côté de PDG en costard pour l'ouverture de leur magasin ou pendant leur soirée. N'étais-je pas aussi prostituée qu'elle? Côté compromis, est-ce que je ne faisais pas dans le même registre? Donc c'est intéressant parce qu'elle raconte exactement la même chose dont je parlais par rapport à la prostitution et à la façon dont le terme était large. Est-ce que c'est toutes les pratiques vénales sont de la prostitution? Est-ce que c'est seulement... Enfin, est-ce que tous les rapports sexuels hors du mariage sont de la prostitution? Ou est-ce que c'est seulement la prostituée professionnelle, en fait, qui se prostitue réellement? Et là, on voit qu'elle a une réalisation là où elle se rend compte que la ligne, elle est de plus en plus fine, de plus en plus floue. Et donc elle a un peu cette mentalité de « ouais non, I'm not like the other girls », je ne suis pas comme les autres filles. Enfin, on est un peu toutes passées par là, quoi. Et une autre anecdote encore qu'elle relate dans le même temps. Mais cette fois, c'est lorsqu'elle avait 14 ans. Et elle raconte qu'elle a insisté en fait lors d'un date, lors d'un rendez-vous avec un gars, pour payer parce qu'elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle lui doive quoi que ce soit en fait. Et encore moins, et c'est ce qu'elle dit, rien que pour être sûre de ne pas être obligée de ressortir avec lui, ou ma pire crainte de lui devoir quelque chose sexuellement parlant. Et c'est une anecdote qui date de lorsqu'elle avait 14 ans en fait. Donc ce réflexe de se dire « ouais non, j'ai pas envie de lui devoir des faveurs sexuelles en échange d'un repas ou quoi que ce soit, ou même d'un trajet s'il m'a conduit en voiture quelque part », elle l'avait déjà lorsqu'elle était très jeune en fait. Et c'est la vérité pour la majorité des femmes en fait. Alors que, en vrai, si on part du principe que les relations sexuelles, notamment les relations sexuelles hétéros, sont pas transactionnelles en fait, de quel droit en fait les hommes ils devraient s'arroger des faveurs sexuelles simplement parce qu'ils ont payé pour un repas en fait? Au nom de quoi? C'est ça en fait. Je pense qu'il y a cette hypocrisie en fait dans notre culture, là où on va considérer le marché prostitutionnel comme quelque chose qui est totalement hors norme en fait, ou anormal, alors qu'en vrai c'est toute notre culture en fait, même de dating et tout ça, on est imprégné. Et je pense que la raison pour laquelle elle s'est pas plus étalée là-dessus, Emily Ratajkowski, c'est parce qu'en général, la plupart des gens n'ont pas envie de penser à des dynamiques de pouvoir ou à des choses comme le contrat prostitutionnel ou les relations personnelles en fait, comme des transactions en fait. On n'a pas envie de le voir en fait, parce que dans tout le chapitre en fait, elle parle principalement
du monde du mannequinat et des dynamiques en fait hommes-femmes qu'elle a pu observer en fait lorsqu'elle était mannequin et qu'elle devait se plier aux attentes en fait de ces hommes puissants en fait, mais elle s'est quand même donné la peine en fait de rajouter cette anecdote là en plein milieu. Je pense qu'elle-même elle a compris en fait ce qui se jouait, mais qu'elle s'est pas plus étalée là-dessus ou étendue là-dessus parce que sinon ce serait beaucoup trop controversé. Parce qu'il n'y a aucune raison valable ou rationnelle pour laquelle les femmes, surtout et encore moins les adolescentes, elles devraient penser aussi loin dans le futur et faire des calculs et se dire ouais non mais si j'accepte tel ou tel truc, tel ou tel service, alors je vais devoir donner mon corps en échange. Bah ça ressemble au contrat prostitutionnel. Je suis désolée mais ça y ressemble. Et ça rejoint du coup ce concept en fait de marché économico-sexuel de Paola Tabet, dont j'avais aussi parlé dans mon podcast sur Scandale à la porcherie, que dans une société patriarcale et capitaliste et tout ça, les femmes, elles devaient marchander leurs faveurs sexuelles pour essayer de sécuriser un mari qui pourrait subvenir à ses besoins et aux besoins de toute la famille, en fait. Mais après, même si maintenant les femmes sont émancipées financièrement en Occident et qu'elles ont beaucoup plus de liberté financière, dans l'industrie du dating, c'est encore ancré dans la conscience générale, ancré dans nos mœurs. Et encore d'actualité, en fait, que si un homme paye pour un dîner ou paye pour un date ou quoi que ce soit, alors il va forcément attendre des faveurs sexuelles en retour. Ça devrait pas être le cas, mais c'est encore le cas, en fait. Dans son podcast, Emilie Ratajkowski, son podcast qui s'appelle ILO, il y a un épisode en particulier qui a retenu mon attention qui s'appelle Devrais-je commencer un OnlyFans? Should I start an OnlyFans? Donc l'avantage, d'après elle, c'est le contrôle en fait, et le fait que tout l'argent tombe dans sa poche. Parce que elle pose déjà pour des photos dénudées ou sexy, mais c'est des photos prises par un photographe professionnel. Donc c'est considéré comme beaucoup plus respectable que lorsqu'une femme décide de son plein gré de prendre des photos d'elle à poil ou topless et de les poster sur internet pour que des millions d'hommes d'inconnus sur internet les regardent quoi. Et elle a invité aussi pas mal de travailleuses du sexe comme invitées sur son podcast et elle a dit elle-même qu'elle était surprise de constater à quel point énormément de travailleuses du sexe s'identifiaient à son livre, mais moi comme je l'ai dit à l'instant ça m'étonne pas vu que le raisonnement qu'elle a est celui qu'ont beaucoup de prostituées, en fait, qui décident de leur plein gré d'entrer dans ce milieu, en fait, se rejoignent. Donc, parmi les invités qu'elle a eus sur son podcast, il y avait des actrices porno, Mia Khalifa ou encore Iggy Azalea. Et elle les cite une par une à un moment pour étayer son propos, mais elle va quand même prendre la peine de distancer Iggy Azalea du reste en précisant « mais Iggy Azalea n'est pas une travailleuse du sexe », alors que, enfin si en fait. J'étais en mode enfin si. Parce que Iggy Azalea possède un OnlyFans. Elle a commencé un OnlyFans, là où elle poste justement des photos d'elle topless ou à poil, donc OnlyFans c'est assimilé au travail du sexe aussi. Peu importe qu'elle ait été rappeuse connue internationalement par le passé, et même aujourd'hui encore, ou qu'elle soit mère célibataire, elle est aussi travailleuse du sexe. Enfin, tout ça, ça peut coexister dans une même personne. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, que Emilie Ratajkowski fasse cette distinction, parce que j'imagine que même d'après elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est pas du travail du sexe, en fait, même si pour certaines personnes, c'est exactement la même chose, en fait, ce qu'elle fait Emilie Ratajkowski. Donc c'est fou comment ça existe sur un spectre, en fait. Cette dichotomie entre la femme bien et la traînée d'un autre côté, ça existe vraiment sur un spectre. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette tendance, en fait, presque réflexive que la majorité des femmes, elles ont lorsque elles parlent de la prostitution ou du travail du sexe dans l'ensemble.
elles vont tout de suite avoir ce désir en fait de se distancer de ça, de ces femmes-là et de dire ouais non mais je l'ai pas fait, ouais non mais j'ai pas d'expérience dans ce milieu, je suis pas prostituée et tout ça. Même Lorraine Bastide qui avait fait la préface en fait juste comme manifesto pour Valérie Solanas dans la toute dernière édition en fait qui était sortie il y a quelques années. Elle aussi dans une de ses interviews elle parlait de Valérie Solanas, son relation à la prostitution et comment ça avait impacté sa vie. Et elle ressentait direct le besoin de dire ah ouais non mais moi je l'ai pas vécu, non j'ai pas été prostituée. Mais quelle importance en fait j'ai envie de dire parce que tu peux très bien parler d'un sujet en fait, parler d'un milieu ou d'une activité sans l'avoir fait en fait, sans y avoir pris part en fait. Donc c'est plus la peur d'être assimilée en fait à ces femmes-là comme elles doivent le penser. Donc c'est intéressant en fait de voir comment les biais de certaines personnes ressortent en fait de manière presque réflexive à chaque fois. Et c'est pas pour dire non plus que moi aussi je cautionne la prostitution ou le travail du sexe ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que j'étais en train d'y repenser la dernière fois parce que j'aime à dire que j'ai un master maintenant en féminisme radical parce que pendant 5 ans non-stop je faisais que lire des livres en fait de féminisme radical. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ces écrivaines ou de ces écrivaines prolifiques ou de ces figures emblématiques en fait du mouvement radical du féminisme ont été prostituées, se sont prostituées à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça forcément que ce sont les plus radicales, les plus révolutionnaires et celles qui mettent le plus de ferveur dans le mouvement parce que forcément c'est les femmes qui sont tout en bas de l'échelle qui vont vouloir le plus changer le système en fait. Et surtout c'est celles qui arborent le plus une haine contre les hommes. Je dis pas que cette haine elle est non justifiée, mais je pense que beaucoup utilisent le féminisme radical justement pour exorciser du coup cette haine qu'elles arborent contre les hommes et qui est comme un puissant enfant en fait tout au long de leur vie. Je pense pas que on doive les décrédibiliser pour ça ou les invalider, bien au contraire. Je pense que les textes de féminisme radical ont toujours autant de mérite. Mon opinion dessus n'a pas changé du tout. Mais ça montre quand même à quel point en fait elles ont été abîmées par ce milieu-là justement et quels effets ça a eu sur leur psyché, sur leur image de soi. Donc c'est pas du tout quelque chose que je recommande en fait. C'est quelque chose quand même que je tiens à préciser, même si j'ai pas non plus envie de tomber dans la stigmatisation en fait non plus parce que pour moi c'est plus une question de hate the game, not the player. Donc il vaut mieux détester le jeu que la joueuse, le joueur quoi. Donc c'était tout en fait du coup pour mon commentaire sur le livre de Emily Ratajkowski, My Body. J'ai pas... Enfin le livre m'a pas transcendé plus que ça. J'ai beaucoup plus aimé le livre lorsque je l'ai lu en anglais en fait. J'avais lu un article en fait qui était un chapitre qui avait été publié par The Cut avant la sortie du livre. Mais je trouve que la traduction française n'a pas forcément réussi à retranscrire en fait le style en fait de l'autrice. Mais après, je l'ai quand même lu dans son entièreté et j'ai trouvé qu'il y avait certaines parties quand même qui étaient intéressantes. Donc voilà, c'est